Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette édition spéciale d'Art et Marché au cœur de la 28e édition d'Art Paris, la foire d'art contemporain qui se tient comme chaque année au cœur du Grand Palais. Un rendez-vous incontournable qui fait cette année encore la part belle aux galeries françaises et qui affirme plus que jamais sa volonté de défendre, faire rayonner et structurer la scène hexagonale. Et c'est précisément cette scène française que nous allons explorer aujourd'hui. Pour cette édition, un parcours singulier a été imaginé par Loïc Legal, qui est directeur du Centre d'art contemporain Passerelle à Brest, autour d'un thème puissant, celui du langage, intitulé Babel. Nous allons tout d'abord aller à la rencontre de Guillaume Piens, qui est commissaire général d'Art Paris, pour prendre le pouls de cette édition 2026, puis retrouver Loïc Legal au sein des Allées d'Art Paris, devant les œuvres du parcours Art et Marché. C'est parti. Guillaume Piens, bonjour, vous êtes commissaire général d'Art Paris. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter les temps forts de cette édition 2026 ? De cette 28e édition. Alors, on a 165 exposants d'une vingtaine de pays, 2 parcours thématiques, un qui est tourné vers la scène française, Babel, art et langage en France, qui est mené par Loïc Legal, un autre parcours qui regarde plutôt la scène internationale, qui s'appelle La Réparation et qui a été confié à Alexia Fabre. Il y a aussi plusieurs secteurs à découvrir. Promesse, qui est effectivement sur les balcons du Grand Palais, qui est un secteur dédié à la création émergente. Et de l'autre côté des balcons, on a dans ce secteur qui s'appelle French Design Art Edition, qui présente que du design contemporain. Au sein de la foire, on a aussi 24 solo shows. Il y a effectivement aussi toute une programmation avec des conférences, tout un cycle de conférences. Voilà, il y a beaucoup de choses effectivement qui se passent dans Art Paris pendant une semaine. Qu'est-ce qui fait vraiment l'identité, la différenciation d'Art Paris par rapport à toute autre foire internationale ? Pour moi, c'est une foire donc régionale et cosmopolite qui est orientée vers la découverte. L'idée étant quand même en tout cas d'être enraciné localement, c'est-à-dire de soutenir la scène française, de valoriser l'écosystème des galeries françaises, et de l'autre côté, être aussi cosmopolite, c'est-à-dire effectivement accueillir des galeries qui viennent du monde entier. Il y a des gens qui viennent de très loin cette année, il y a des gens qui viennent d'Australie, de Singapour, etc. Donc voilà, c'est ce qui fait un peu la spécificité d'Art Paris, et puis aussi cette approche thématique qui nous caractérise. Donc chaque année, l'idée étant qu'on ait un ou une commissaire invitée qui évidemment regarde la scène française. Tout ça maintenant aujourd'hui adossé à un prix qui est le prix BNP Paribas Banque Privée, qui est un prix de 40 000 € au niveau de la dotation et qui revient à un des artistes de ce parcours. Ce soutien de la scène française, ça passe par quoi dans un marché de l'art qui est en mutation, on va dire ? Alors, ce soutien de la scène française, il est volontaire. Voilà, il est là, et c'est pas uniquement une histoire de vendre. C'est aussi une histoire de promouvoir et de donner une visibilité. Et ça, c'est le rôle important d'une foire. C'est que c'est pas juste un marketplace, comme souvent on est caricaturé. C'est aussi un endroit qui a une caisse de résonance formidable et qui permet aussi de donner cette visibilité des artistes dont ils ont besoin. Voilà. La visibilité, en tout cas des artistes français, elle doit être donnée en France. Et c'est comme ça que leur réputation croît et qu'ils ont une chance peut-être aussi de mieux s'exporter. Parce que la France n'a pas vraiment soutenu sa scène. Et contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre, etc. Et être en soutien à la scène française ne veut pas dire être franco-français. Voilà. Est-ce qu'il y a une manière de caractériser justement ces collectionneurs français qui peuvent d'autant plus soutenir la scène française ? Alors en fait, contrairement aussi aux idées reçues, il y a beaucoup de collectionneurs en France. Les collectionneurs français sont des gens... D'abord, il y a un esprit de la collection, il y a un œil critique. J'ai toujours entendu dire des marchands, des galeries étrangers, ils étaient stupéfaits par la précision, la connaissance des collectionneurs français. Bon, qui sont souvent très critiques, c'est ce qu'on nous reproche aussi de l'autre côté, mais aussi c'est parce que c'est des gens qui finalement ont une vraie connaissance. Et sur la scène internationale, comment sont représentés les artistes français ? Je trouve que ça va un peu mieux. Il y a une invisibilité des artistes français pendant très longtemps, peut-être parce qu'ils étaient trop soutenus par rapport au monde anglo-saxon par l'institution, parce que le monde anglo-saxon voit avec beaucoup de méfiance les artistes officiels. Donc c'est vrai qu'on a connu les années Lang et tout un développement qui était quand même très assis sur une forme de bureaucratie culturelle, de subventions, de frac, de drac, etc.
Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un regard différent sur les artistes français. D'abord parce que eux-mêmes, les artistes français, voyagent plus, font des résidences à l'étranger, parlent anglais. C'est bête, mais c'est quelque chose d'important. Et en tout cas, je trouve qu'il y a une meilleure réception d'artistes français. Aujourd'hui, des gens comme Claire Tabouret, Tatiana Trouvé, Théo Mercier, on commence à voir beaucoup plus d'artistes français dans des biennales, etc. Alors qu'il y avait vraiment, surtout les années 2000, début des années 2000, une invisibilité des artistes français. C'était de fameux rapports communs qui avaient fait beaucoup de bruit. Et malgré tout l'argent qui était dépensé par l'État français, en fait, il n'y a pas eu ce résultat de pouvoir exporter bien les artistes français. Et donc là, la thématique qui a été choisie, c'est le thème Babel. C'est révélateur d'une certaine tendance de la scène française qu'on observe aujourd'hui. Je trouve que le balayage effectivement qui a été fait par Loïc Le Gall est très intéressant parce que ça fait, en fait, moi l'intérêt de cette thématique, c'est que ça fait ressortir différents types d'artistes qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on a oubliés. Par exemple, dans la partie plus historique de son focus, il y a Isidore Izou qui est le fondateur du lettrisme et qui est un mouvement des années 60. Voilà. Et en fait, c'est des œuvres formidables. Il y a par exemple la Galerie Bocquet qui montre les œuvres de Marcel Jean, donc un surréaliste des années 30, et qui avait fait cette collaboration avec ce poète Henri Pastoureau, sur les questions de frottage, etc. Donc c'est des œuvres que les gens vont redécouvrir. Donc j'ai trouvé intéressant que voilà, cette question du langage, on l'aborde d'une manière historique. Et puis au niveau contemporain, on sait que, par exemple, Tania Moreau a fait une pièce spécifique pour la foire. Donc l'avantage de ces thématiques, c'est qu'elles donnent un axe de lecture pour les visiteurs. Elles aussi donnent un axe aussi par rapport à la programmation des galeries. Et elles génèrent aussi des productions spécifiques. Et pour moi, c'est un signe de santé pour la foire. C'est-à-dire que quand on voit que la foire, les gens se mobilisent pour réserver des œuvres ou les produire, c'est un très bon signe. Merci beaucoup Guillaume Tiens, on va tout de suite aller retrouver Loïc Le Gall justement pour parler de ce parcours. Moi d'origine je suis un archéologue, donc c'est par extension que je suis devenu historien de l'art plutôt. Et j'ai toujours été fasciné par ce lien qu'il y avait dans l'origine de l'humanité entre le langage et on va dire l'art, même si on ne sait pas vraiment si c'est de l'art, notamment dans les peintures pariétales, dans les grottes. Et justement, une des œuvres qui m'a intéressé particulièrement, c'est l'œuvre de Juliette Agnel, qui est juste ici. Donc c'est une grotte où on voit, alors pas précisément sur ces images-là, mais on voit en fait des mains positives et des mains négatives. Et c'est pour moi les prémices de l'art et les prémices du langage. Je trouve que c'est un sujet qui est transhistorique, transsociologique, et qui permet d'aborder l'art sur un champ le plus commun possible, qui est celui de notre parler, celui du langage. Et qui en plus a inspiré quand même énormément d'artistes à travers toute l'histoire de l'art. Exactement. En fait, déjà, il y a plusieurs choses. On commence par peindre sur les murs initialement, sur les murs des grottes. On a peint après sur les plafonds à l'époque de la Renaissance. On a peint sur des fresques à Pompéi. Enfin, le mur a toujours été un support assez fascinant. Par la suite, après, on a pu avoir des gens comme Picasso qui vont reprendre des formes primitives. Et après, tout le XXe siècle est marqué justement par une histoire de l'art à rebours en fait, qui va revenir regarder des formes anciennes, primitives, ancestrales, traditionnelles. Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit que ça allait être quelque chose de révélateur à appliquer la scène française ? Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on est à l'ère de l'IA, on est à l'ère du digital, du numérique. Et en fait, le langage s'est réinventé. Et le langage se réinvente en permanence. Puisque aujourd'hui ce qui se passe, c'est que c'est des machines qui vont communiquer à notre place, c'est une manière de parler qui est différente, une manière d'écrire, et justement l'art contemporain va s'en faire l'écho en fait aussi. Et donc là on va aller voir un autre artiste qui fait un peu le lien avec ce que je disais sur la tradition et sur le savoir-faire, c'est Sarah Wadou. Sarah Wadou, c'est une artiste française qui a des origines marocaines, qui s'est intéressée à la transmission de la langue. Elle va représenter à travers le dessin des langues qui n'ont pas d'écrit, des langues qui sont juste transmises de manière orale. Et la beauté de son travail, qui est extrêmement poétique, c'est justement de venir faire un peu comme du dessin automatique, représenter le discours. On arrive justement à avoir plusieurs degrés de compréhension de l'œuvre d'art, à la fois de manière très immédiate sur la transmission de quelque chose, jusqu'à une pièce qui devient l'interprétation d'un artisan. Aujourd'hui, les artistes, il y a beaucoup de réflexions autour de la question du langage.
en France notamment, parce qu'il y a aussi beaucoup de migration, il y a beaucoup de langues qui cohabitent. Et en fait, la question de la langue et de la création sont intimement liées sur la scène française, parce qu'on a beaucoup d'artistes qui viennent du monde entier, en fait. Actuellement, on a beaucoup d'artistes ukrainiens, palestiniens qui travaillent en France. Et je disais, il y a plusieurs thématiques au sein de la thématique de Babel, mais la thématique de la langue étrangère, de la langue de la personne qui n'est pas native, je trouve aussi que c'est primordial et que ça crée une dynamique en France qui est assez particulière. Et ça crée une force, une vraie poésie dans ce qui peut se passer en France. Chez Yvon Lambert, il y a un artiste qui s'appelle Luca Resta. Et en fait, il crée des espèces d'artefacts qu'on pourrait penser historiques, mais en fait qui sont vraiment contemporains et qui parlent de sujets contemporains. Et ça, typiquement, je pense que c'est des pièces que les collectionneurs aiment beaucoup, parce qu'il y a vraiment ce rapport à la fois à l'objet, très bien fait, physique, et à la fois un art conceptuel qui est assez facile aussi, d'une certaine manière, qui est assez lisible. C'est une thématique particulière qui peut trouver un écho chez les collectionneurs. Après, on peut avoir d'autres œuvres, par exemple de Laure Prouvost. Et Laure Prouvost, pour moi, c'est une des artistes majeures aujourd'hui de la scène française. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle a déjà été connue dans un pays étranger, qui était l'Angleterre. Elle a eu le Turner Prize. Donc déjà, la question du langage, il était engagé à travers la langue étrangère. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est sa relation à la traduction et au jeu entre les différentes langues. Il y a volontairement des erreurs entre le français et l'anglais. Il y a volontairement de la poésie, parfois humoristique, qu'on peut capter. Et pour le coup, c'est une artiste qui est vraiment aussi collectionnée, je pense, par ce biais-là. Par la question du parler, la question de la transmission. D'ailleurs, la sélection, elle essaie de montrer des artistes qui sont multiples. On a des photographes, on a des peintres, on a des sculpteurs, on a des personnes qui vont travailler sur le textile. C'est à la fois avec différents niveaux d'émergence, à partir de jeunes artistes qu'on ne connaît pas et d'artistes qu'on recommence à aimer ou à redécouvrir, comme Tania Moreau, par exemple, qui a, je pense, été un moment délaissé dans sa carrière et qui aujourd'hui a une très belle visibilité. Entre propositions artistiques et enjeux de marché, cette édition d'Art Paris donne un aperçu des évolutions d'une scène contemporaine de plus en plus structurée et affirmée. Nul doute possible, Paris s'impose plus que jamais comme une place forte du marché de l'art mondial.